Merci d'être sur la télévision. Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 18 avril 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture de jeûne et bienvenue à tous. 17e jour aujourd'hui du mois béni de Ramadan. Ramadan est une période pendant laquelle il est recommandé aux fidèles musulmans de multiplier de bonnes œuvres pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Un mois donc de bienfaisance par excellence, comme nous l'explique ici Oustaz Khaladou Haya. Le fidèle musulman doit ouvrir son cœur, il doit ouvrir son esprit, il doit ouvrir ses biens au nom de Allah, au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, pour profiter des bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala, de ses récompenses. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis tout ce qu'il faut pour réussir ici-bas et à l'au-delà dans le mois de Ramadan. Parfois, ce sont nos péchés qui nous bloquent. Parfois, c'est le fait de ne pas donner qui nous bloque. Parfois, c'est les droits des autres qu'on garde, qui nous bloquent dans la vie, qui bloquent nos affaires. Mais le mois béni de Ramadan, Allah a promis de nous faire miséricorde, de nous pardonner, de nous épargner du feu de l'enfer, de nous purifier spirituellement, physiquement, matériellement. Or, Allah a posé deux conditions. Mets ta personne et tes biens si tu veux réussir dans la religion. Et il a dit, la piété là, dans la vie de tous les jours d'ailleurs, tu ne peux pas l'avoir sans dépenser dans la voie de Dieu. Le mois béni de Ramadan, ceci pour dire que le mois béni de Ramadan, c'est la pire occasion d'être pingre. Même au cours des autres mois, chaque jour que Dieu fait, Allah subhanahu wa ta'ala lève deux anges. L'un maudit les biens de celui qui ne donne pas. L'autre invoque les bénédictions d'Allah sur les biens et la personne de celui qui donne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ailleurs, n'est pas croyant celui qui passe la nuit le ventre gavé, laissant son voisin mourir de faim. Tandis que tous ces bienfaits, toutes ces portes des biens sont ouvertes. Allah va nous purifier pour avoir une sagacité intellectuelle, pour nous extirper de nos cœurs la haine, la jalousie, pour nous purifier les blocages qu'on a. On n'arrive pas à adorer, à lire le Coran. On ne s'aime pas, Allah va nous extirper cela. En donnant, Allah va purifier nos biens et il va nous bénir. C'est plutôt ces occasions qu'il faut saisir. Le mois béni de Ramadan, c'est un mois au cours duquel on n'a pas droit à l'erreur. Tant qu'on a son esprit, qu'on est saint d'esprit, tant qu'on est bien portant, tant qu'on est musulman, il ne faut pas se laisser faire. Pour réussir, il faut mettre ses biens, sa personne, et il faut observer scrupuleusement les jeûnes du mois, les règles du jeûne du mois béni de Ramadan, mais surtout l'esprit du partage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était généreux tout le temps, mais pendant le mois du béni de Ramadan, il l'est plus. Alors, chers fidèles, profitez donc de ce mois béni de Ramadan pour multiplier les bonnes œuvres. C'était là Oustaz Khaladou Yahya. Les chrétiens du monde entier sont en fête de Pâques, une fête pour commémorer en même temps la mort et la résurrection de Jésus. À cette occasion, je vous propose de suivre le message livré par le pasteur Sabo Bekiri, un message de paix et de la cohésion. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter à tous et à toutes, non seulement les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens, une bonne fête de Pâques. La Pâques, c'est la mort
et la résurrection de Jésus. Il est mort pour le péché du monde entier. Comme l'a dit Jean dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Eh bien, en croyant en Jésus, nous avons résolu le problème du péché. Désormais, on n'a plus peur de mourir. On n'a plus peur d'être jugé et d'être jeté dans l'enfer. En acceptant le sacrifice de Jésus, nous acceptons la main tendue de Dieu vers nous. Nous acceptons la miséricorde de Dieu. Nous acceptons le pardon de Dieu. C'est pour cela que nous célébrons cette Pâque qui commémore la mort et la résurrection de Jésus. Pour le Niger, à l'occasion de cette Pâque, eh bien, je souhaite le meilleur pour le Niger. Je souhaite au Niger le développement. Je souhaite au Niger la sécurité. Je souhaite au Niger la cohésion sociale et la réconciliation des cœurs. Que tout ce qui divise ne soit plus. Que tout ce qui est source de troubles ne soit plus et disparaisse. Que le sang de Jésus purifie notre nation, qu'il purifie nos cœurs et qu'on puisse se regarder comme des frères et des sœurs d'un même pays, d'une même nation. À toute la communauté chrétienne, je vous souhaite dans vos célébrations de la tempérance et de la retenue. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Il nous a demandé de célébrer la fête, non avec le vieux levain de la malice ou de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Que Dieu nous assiste, qu'il prépare nos cœurs davantage à recevoir davantage de grâce pour faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé à la face du monde. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a délivrés, c'est lui qui nous a pardonnés. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, comme a dit l'apôtre Jean. Je vous souhaite à tous une bonne fête de Pâques. Recevez la paix de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Amen. Autre aspect de cette édition, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche veut mettre de l'ordre dans l'organisation et le processus même des examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État. Désormais, c'est au moins le bac qui est exigé aux candidats à ces examens. Le diplôme d'aptitude professionnelle, la DAP, n'est plus reconnu comme un diplôme légal. La précision avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo Piechiti. Comment dès lors continuer à accepter une double illégalité qui a fait un parchemin susceptible d'ouvrir l'accès à l'enseignement supérieur à un moment où Son Excellence, Monsieur le Président de la République, fait de la qualité de l'éducation et de la formation un axe majeur de l'action publique. Tout cela, les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur, que j'ai du reste rencontrés le vendredi 8 avril à l'EMIG, le savent pertinemment. Quand j'ai posé le problème, ils étaient plus de 60. Aucun n'a levé le doigt pour contester. Parce que tous savent que c'est illégal. Il y a des études, des établissements qu'il faut saluer, qui ont cessé de délivrer ce diplôme depuis. Mais il y a des établissements qui continuent à le délivrer, uniquement pour prendre de l'argent. Et cela augmente le volume de diplômés sans emploi, le nombre de chômeurs, parce qu'on fait du faux. Ici, au ministère de l'Enseignement supérieur, Dieu sait que si nous nous mettons à déverrouiller
tous ceux que nous avons scellés, à ressortir tous les faux diplômes, 80% des établissements d'enseignement supérieur privé du Niger vont fermer. Alors pour le gouvernement, il s'agit tout simplement de mettre fin à l'utilisation du DAP comme voie de contournement du baccalauréat, diplôme pourtant requis pour s'inscrire au BTS. Il est donc tout juste question de faire respecter les textes de la République qui existent depuis peu lurette, que certains établissements privés d'enseignement professionnel piétinent allègrement. Cela doit cesser. Si les gens veulent faire du commerce, ils n'ont qu'à aller au grand marché, ou à Katako. Mais vous ne pouvez pas jouer avec l'avenir, vous ne pouvez pas jouer avec le savoir, délivrer des faux diplômes alors que vous êtes avertis. Rendez-vous donc à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de ces explications du ministre de l'Enseignement supérieur, PhD Mamoudou Djibo. Autre aspect de cette édition, parlons politique à présent. Le parti politique Union pour le renouveau démocratique UPDR Kandé Gomni a rendu public hier une déclaration. Dans celle-ci, ce parti annonce officiellement son adhésion à la mouvance présidentielle. La déclaration est lue ici par le vice-président du parti, Mohamed Harissa. Vu les 12 premiers mois ayant apporté des résultats et des changements conséquents, vu le déplacement de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, dans les différentes régions afin de s'enquérir des conditions de la population dans le but de les améliorer de façon définitive. Vu l'emprisonnement des délinquants financiers et la relance économique entamée depuis peu par le chef de l'État. Vu la dotation en matériel de pointe de l'armée nationale et le succès engagé sur le plan sécuritaire par nos forces de défense et de sécurité, ayant permis un retour progressif de populations déplacées, notamment à Difa et Tilaberi. Vu la priorité accordée à juste titre au secteur de l'éducation, ayant permis à des rencontres de haut niveau entre les acteurs et partenaires du secteur. Considérant sur le plan sanitaire l'accessibilité aux services et soins de santé, considérant le domaine des industries extractives, les secteurs miniers et pétrole qui ont connu un regain d'activité au cours de ces 12 mois, vu la ferme volonté du président de la République, Mohamed Bazoum, à faire du Niger un pays de démocratie, de paix, de justice et de liberté. Vu le message à la nation de son Excellence Mohamed Bazoum à l'occasion de ces 12 mois à la tête du pays, donnant priorité sur une réforme du système éducatif, la promotion de la bonne gouvernance, la préservation des libertés et des droits fondamentaux. Au vu de tout ce qui précède, nous admettons que son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, est l'homme providentiel pour un Niger émergent. En effet, le parti UPRD Kandé Gomni s'engage à soutenir et accompagner son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, dans toutes ces initiatives visant à l'amélioration du dialogue social, de l'unité nationale, la paix et la bonne gouvernance. Exhorte les uns et les autres à cultiver l'unité, la cohésion, la paix et le triomphe des idéaux de tous les partis qui aspirent à un changement positif. Encourage nos forces de défense et de sécurité. Présente nos sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Rassure son Excellence Mohamed Bazoum de la participation effective de la diaspora nigérienne dans toutes les actions du développement à travers son leader. L'UPRD Kandé Gomni apporte son soutien indéfectible à son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, et réaffirme sa détermination et celle de son leader Alhaji Issa Aboubakar Alpha à poursuivre le noble combat du développement économique, social, justice équitable pour le bonheur du peuple nigérien.
Du sport à présent. Début ce lundi à l'Académie des arts martiaux de Niamey d'un stage à coaching niveau 1 de l'Académie de la Fédération internationale de judo. 6 pays africains dont le Niger participent à cette formation dont le lancement a été présidé par le président de la Fédération nigérienne de judo, Mahmoud Jibo PhD. Compte rendu, Hamza Sakou et Saldemi. C'est pour renforcer les capacités techniques des athlètes et permettre au Niger d'être au diapason du modernisme du judo afin d'avoir le maximum de techniciens que le Niger abrite un stage de coaching niveau 1 de l'Académie de la Fédération internationale de judo. Nous allons travailler sur la grammaire du judo, ce qu'on appelle le Gokyo. Il y a une partie qui a été faite en ligne par les étudiants déjà, qui porte sur toute la partie scientifique de l'entraînement, physiologie du sport et tout le reste. Et maintenant, nous passons à la phase pratique parce que le judo, c'est un sport qui également se fait sur le tapis, 80% du temps. Donc il est important que nous parlions tous le même langage. Donc, nous allons donc travailler sur le Gokyo qui comprend 100 techniques de judo, dont 68 en technique de projection et 32 en technique de contrôle. Et nous allons également travailler sur le kata, le nage no kata, ce qui permettra à la fin que les entraîneurs et nous puissions parler le même langage et que quand nous nous retrouvons en compétition, on ait moins de problèmes de jugement ou d'interprétation des actions ou des comportements des uns et des autres. Pour le moment, tout va bien. Donc, c'est des judokas qui sont au minimum premier dan. Donc, c'est des judokas qui déjà connaissent pour la majorité ces techniques-là. Il est donc question de travailler dessus pour améliorer la qualité et revenir sur les détails afin que les uns et les autres puissent améliorer ce qu'ils connaissent déjà. Pour le président de la Fédération nigérienne de judo, cette formation est d'une grande importance pour le Niger. Il s'agit de montrer que le Niger a la capacité d'organiser ce genre de rencontres sportives et de faire participer le maximum de nos instructeurs, parce que si nos instructeurs devaient aller ailleurs, sans compter le transport, ceux qui doivent débourser, ça risque de coûter la croix et la bannière. Et en abritant le stage ici, nous avons la possibilité de former à l'issue des cours théoriques en ligne. Ça nous permet d'ajouter 5 nouveaux experts, 5 nouveaux instructeurs internationaux à notre palmarès qui est déjà de 15. Je crois que c'est une performance que la Fédération nigérienne de judo n'a jamais réalisée. Et nous avons la présence de 2 experts de la Fédération internationale de judo, dont un Croate et un Camerounais. Je pense que définitivement, la Fédération nigérienne de judo s'installe dans la cour des grands avec une expertise de plus en plus développée. Durant 6 jours, ces entraîneurs issus des 6 pays participants de l'Afrique, dont 5 Nigériens, verront leur talent rehaussé afin d'être plus performants. Du sport encore, et c'est pour parler du football féminin. 11 buts à 0, c'est la lourde défaite enregistrée par l'équipe du Niger, donc l'équipe féminine du Niger face à celle du Maroc. C'était le samedi 16 avril 2022 au stade général Seyni Kounché. Un match dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN de moins de 17 ans ou U17 version féminine. Une lourde défaite à domicile qui a suscité des vives réactions des acteurs du football féminin. C'est à l'exemple de celle de Lawali Dantani, il est entraîneur des équipes féminines du Niger. On l'écoute. 11-0, c'est pas ça qui est surprenant. Oui, ça peut se faire en football. Mais comment vous avez trouvé le jeu des jeunes filles sur le terrain, s'il vous plaît? Vous avez trouvé une équipe là-bas? Moi, la première fois que je suis parti au Burkina Faso, on m'a tapé 10-0. À Niamey, à la fédération, quand je suis revenu, ils m'ont destitué. Or, moi, jusqu'à la mi-temps, on était 0-0 contre le Burkina, jusqu'à la mi-temps. Il a fallu blesser une de mes défenseuses, qui est Zainab Alio, qui jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu une défenseuse comme elle. C'est en ce temps qu'ils ont eu la fenêtre et ils ont marqué le nombre de buts qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, à domicile, on vous frappe 11-0. Ce n'est pas 11-0 qui est étonnant. Comment on a trouvé le jeu? Je vous assure, moi, Dantani, je ne produis pas le jeu comme ça. Même le seul unique... Je vous donne une histoire.
Au Bénin, la seule victoire qu'on a trouvé gagnée contre le Bénin, c'est moi. Ali Diango, il était mon accompagnant. Baba Alpha était là, c'était lui qui nous a accompagnés en tant que journaliste. Et Baba Alpha l'a même conseillé le jour-là. Je fais un changement et ça nous a amené 1-0 contre le Bénin. Aujourd'hui, on vous dit que Bénin vient ici nous concasser. Viens ici nous concasser. Mais qu'est-ce que tu veux? Les gens veulent le mangeoire, comme on le dit au Niger. 17, c'est sur le terrain du stade qu'on a commencé à apprendre aux enfants les passes et autres. Sur le stade, sur place. C'est parce que vous n'avez pas braqué votre caméra. Il joue le match et en même temps, on apprend aux enfants comment il faut toucher les ballons. Le ministre même peut changer les choses. Mais malheureusement, la politique a pris le dessus de tout au Niger. La politique a tout freiné, elle a tout bloqué. Si tu ne chantes pas de quelqu'un là, quelle qu'en soit ta compétence, c'est zéro. Il faut chanter de lui et il peut te donner un peu, tu manges et c'est fini, tu t'étais. Ça, c'est pas bien. Le football féminin, je suis l'initiateur du football féminin, promoteur du football féminin. Et aujourd'hui, on ne veut pas me sentir. Tous les acteurs qui sont à la fédération, j'ai dit tous les acteurs sans exception. Et ces gens-là, c'est eux qui continuent aujourd'hui à ternir l'image du football féminin. Mission pas à pas, à chaque fois des missions, mais pour quel résultat? Pour quel résultat? Pour combien de centres? À l'époque, nous avons des centres. Et le centre qu'on fait, on fait une évaluation de chaque centre. Et sur le site de l'évaluation, on dégage des jeunes filles qui vont aller dans le centre technique pour s'entraîner. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ces gens-là, il faut les laisser. Même demain, si la FIFA demande un tournoi ou la CAF demande un tournoi, ils vont avoir les filles, mais pas les footballeuses. Je vous assure. Ils savent là où se trouvent les footballeuses. Moi, aujourd'hui, je suis à Soudouré. Soudouré, c'est à quelques 8 km de Niamey. Mais j'ai monté une équipe féminine en tant qu'enseignant de sport. Et c'est avec la même équipe, même pas moins de 3 ans que j'ai amené aujourd'hui. Elle a gagné une coupe ici à Niamey. Donc, ce n'est pas les acteurs qui manquent. Il faut aller vers ceux qui sont capables de mobiliser les filles. Quand vous avez les filles à votre disposition, je vous assure, vous pouvez avoir un produit quelconque dans toutes les disciplines. C'est la même pratique filles et garçons. Il n'y a pas de différence. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est une spécificité. La seule spécificité, c'est que c'est le dosage. Le dosage, l'encadrement et autres. Et ça aussi, on a la formation. On a la formation qu'on a suivie d'ici jusqu'à l'extérieur. Place à présent à la partie magazine de ce journal consacrée aux explications du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, PhD Mamoudou Djibo, sur les dispositions en cours dans l'organisation des examens du brevet des techniciens supérieurs BTS d'État. Très bonne réception. De quoi s'agit-il exactement? Pour rappel, c'est par décret 2003-150 du 18 juin 2003 que le BTS d'État a été créé. Je suis à l'aise parce que c'est moi, ministre de l'Enseignement supérieur en 2000, qui ai lancé la réforme BTS et le ministre Salah Habi l'a conduite jusqu'au bout. Donc je sais de quoi il s'agit. L'arrêté numéro 188 du 19 septembre 2011 portant modalité d'application du dit décret stipule en son article 3 que, je cite, peuvent entreprendre les études conduisant au BTS d'État les candidats du baccalauréat ou de tout autre diplôme académiquement équivalent. Je souligne académiquement équivalent. Même en français facile, académiquement équivalent est différent de administrativement équivalent. Déjà en 2013, le ministre de l'Enseignement supérieur, à travers une lettre numéro 46 du 2 avril 2013, avait déploré la non-application de cette disposition par certains établissements avant de chercher et obtenir, à l'issue d'une concertation avec les différents partenaires de l'école, un accord en 3 points. Là aussi, je suis à l'aise parce qu'en 2002, j'ai géré un établissement privé. Cette affaire de BTS, salle le bac, fait partie des raisons pour lesquelles j'ai claqué la porte et j'ai même créé un établissement d'enseignement supérieur privé. Donc je suis à l'aise pour parler de ce qui suit. Les fondateurs ont négocié avec le ministre
sur une base. Si vous interdisez aux non-titulaires du bac déjà dans le circuit le fait de passer l'examen du BTS, que vont-ils devenir? Par humanisme, le ministre Youba Diallo a dit « Je vous concède jusqu'à 2014 », c'est-à-dire ceux qui étaient en 2013, en deuxième année, finissaient. Il n'y avait plus de possibilité de reprendre. Ceux qui étaient en première année, en 2013, devaient finir en 2014. Et à partir de ce moment, il n'y aurait plus de BTS maison. Donc, c'est clair, c'est net, la dérogation concernait ceux qui étaient dans le circuit. Et le BTS maison devait disparaître. Et de l'accord convenu avec les fondateurs, le diplôme du BTS d'État ne sera délivré aux éventuels admis, même ceux pour qui la dérogation a été accordée, ne sera admis que sur présentation du baccalauréat. C'est-à-dire que le bac qui devait être le petit frère du BTS d'État, de son petit frère de 2 ans, dans ce cas, va devenir le grand frère. Les gens réussissaient l'admissibilité, et tant qu'ils ne présentaient pas la copie du bac, on ne pouvait pas les accepter. Mais disons, qui accueille-t-on au BTS d'État, en année de BTS d'État? Il y a, certes, des élèves qui ont fait la classe terminale, qui ont échoué au bac. Mais il y a aussi des élèves en classe de BTS qui n'ont même pas ce niveau terminal. Alors, à compter de la rentrée 2013-2014, aucune inscription dans les établissements privés d'enseignement supérieur ne sera autorisée aux candidats qui n'ont préalablement pas obtenu le baccalauréat. C'est au moins clair. Ça, c'est 2013, ce n'est pas Mahmoud Djibo. De le même ordre d'idée, après les avoir rencontrés le 23 octobre 2017 à l'EMIG, j'étais à cette rencontre. Le ministre Yehouza a clairement notifié aux promoteurs par une lettre numéro 085 en date du 27 décembre 2017 qu'à partir de l'année 2017-2018, il ait mis fin aux inscriptions du BTS d'État des élèves non titulaires du baccalauréat. Et la même lettre va plus loin. Elle dit que les établissements qui ne respecteraient pas les textes étaient passibles de sanctions. Ça date de 2017. Alors, comment peut-on dès lors accuser, moi qui viens d'arriver le 7 avril 2021, d'avoir décidé de couper? Il y a des tests qui existent que les gens refusent d'appliquer, uniquement pour prendre de l'argent. Ces gens trompent les parents d'élèves, ils trompent les élèves, ils trompent l'État. En outre, avec l'institution de baccalauréat professionnel, par décret numéro 2006-323 bis, du 13 décembre 2006, le ministre chargé de la formation professionnelle a arrêté d'organiser les examens conduisant au diplôme d'aptitude professionnelle, DAP. Diplôme que le dit ministère a confirmé ne plus faire partie du répertoire de ceux reconnus par l'État et qu'il est désormais remplacé par le baccalauréat professionnel. Ainsi, nonobstant l'absence de toute base juridique, parce que le ministre de l'Enseignement supérieur, Yehouza, a même écrit au ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour lui demander de lui produire les bases réglementaires du DAP. J'ai la lettre, le ministre a dit qu'il n'y en a pas. Donc les gens délivrent des faux diplômes sur le néant. Alors, nonobstant l'absence de base juridique, beaucoup d'établissements privés d'enseignement professionnel ont continué à délivrer un DAP interne, ce qu'on appelle les diplômes maison,
au mépris de toute réglementation et surtout la réglementation pertinente. Les détenteurs de ce diplôme non reconnu par l'État arrivaient tout de même à se faire établir une équivalence administrative qui est différente de l'équivalence académique. Si vous regardez sur ces équivalences, il est écrit administrativement équivalent à BEPC plus 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, ce qui n'a aucun sens. Nous nous occupons des équivalences académiques. Quel est le diplôme ou quels sont les diplômes qui peuvent permettre de s'inscrire dans des programmes d'enseignement supérieur? Et c'est l'ancien service des équivalences de l'Université Abdou Moumouni de Niamey qui délivrait ces équivalences. Or, même à ce niveau, par lettre en date du 16 juillet 2018, le ministre Yahouza, chargé de l'enseignement supérieur, avait, après avoir rappelé l'inexistence du DAP dans le répertoire des diplômes officiellement reconnus par l'État, demandé à l'Université Abdou Moumouni, donc au service des équivalences, de ne plus délivrer d'équivalence pour le DAP. On peut donc aisément constater que non seulement le DAP délivré par certains établissements récalcitrants est en lui-même illégal, mais aussi que son équivalence l'est tout autant. Le service des équivalences n'avait pas le droit d'accorder une équivalence à un diplôme illégal. Donc l'équivalence même devenait de ce fait illégale. Et tous les auteurs de ces actes sont passibles de poursuite, conformément à la loi. Comment dès lors continuer à accepter une double illégalité qui a fait un parchemin susceptible d'ouvrir l'accès à l'enseignement supérieur, à un moment où son Excellence, Monsieur le Président de la République, fait de la qualité de l'éducation et de la formation un axe majeur de l'action publique. Tout cela, les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur, que j'ai du reste rencontrés le vendredi 8 avril à l'EMIG, le savent pertinemment. Quand j'ai posé le problème, ils étaient plus de 60. Aucun n'a levé le doigt pour contester. Parce que tous savent que c'est illégal. Il y a des établissements qu'il faut saluer, qui ont cessé de délivrer ce diplôme depuis. Mais il y a des établissements qui continuent à le délivrer, uniquement pour prendre de l'argent. Et cela augmente le volume de diplômés sans emploi, le nombre de chômeurs, parce qu'on fait du faux. Ici, au ministère de l'Enseignement supérieur, Dieu sait que si nous nous mettons à déverrouiller tout ce que nous avons scellé, à ressortir tous les faux diplômes, 80% des établissements d'enseignement supérieur privé du Niger vont fermer. Alors, pour le gouvernement, il s'agit tout simplement de mettre fin à l'utilisation du DAP comme voie de contournement du baccalauréat, diplôme pourtant requis pour s'inscrire au BTS. Il est donc tout juste question de faire respecter les textes de la République qui existent depuis belle lurette, que certains établissements privés d'enseignement professionnel piétinent allègrement. Cela doit cesser. Si les gens veulent faire du commerce, ils n'ont qu'à aller au grand marché ou à Katako. Mais vous ne pouvez pas jouer avec l'avenir. Vous ne pouvez pas jouer avec le savoir. Délivrer des faux diplômes alors que vous êtes avertis. Je vous remercie.